Je vous remercie déjà d'être là, vaillants et vaillantes soldats, ayant passé une nuit certainement courte. Ouais, plus ou moins, semble-t-il. Écoutez, l'an dernier, c'est vrai qu'à cette même heure, j'étais dans la pièce à votre place et je regardais la personne qui présentait le conférencier. Je me disais, le pauvre. Et je me suis dit, pourvu que Ludo ne me donne pas ce credo. Voilà, je suis là, à sa place aujourd'hui. Et donc mon rôle, ça va déjà être de vous, je ne vais pas dire réveiller, mais de vous passionner, de vous emmener dans ce parcours assez tumultueux des OTA, des agences de voyage en ligne, pendant 1 heure. Là aussi, celles et ceux qui m'ont déjà vu intervenir en conférence, en formation, savent que le contenu est relativement dense. Quand je dis ça, c'est un euphémisme. Un sujet comme celui-là, je pourrais traiter en 1 journée, en 2 jours, voire en 3 jours. Donc en 1 heure, ça va être short. Je vais essayer de tenir bien le timing. Par rapport à vous déjà, quel est l'état d'esprit matinal là? Bien, ça va, vous êtes avec moi, concentré, réveillé? Maurice? Tout va bien? Parfait. Il y a eu des promos de minuit là à peu près? Ceux qui sont partis à l'hôtel ou ailleurs vers minuit, moi je suis là, j'en fais partie. Ceux vers 1 heure du matin? Ouais. 2 heures à peu près? Oula. Ouais. Bon, on entre là dans le côté obscur, 3 heures peut-être? Ouais. Moi je me suis réveillé à 5 heures, j'ai vu des lives sur Facebook, sur Instagram, je me suis dit, oula, donc il y a peut-être 1 heure de décalage, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont poursuivi jusqu'à très tôt. Pour moi, c'était quasiment l'heure du réveil. Autre question que je voulais vous poser, c'est votre maturité sur un sujet, en l'occurrence celui des agences de voyage en ligne. Est-ce que vous faites un peu de veille sur ce sujet? Est-ce que ça fait partie de votre quotidien? Est-ce que vous êtes un peu en rôle place de marché au niveau du territoire? Ceux qui connaissent en gros rien, quoi. Enfin, ceux qui sont curieux, mais globalement, ils n'ont pas trop de connaissances d'Airbnb, de Booking, d'Expedia, Le Bon Coin, TripAdvisor, etc. Est-ce qu'il y en a vraiment honnêtement qui ne sont pas très calés, qui sont curieux, quoi, sur le sujet? Ouais? Ok. Bon, on va dire un gros tiers, ceux qui sont bien en phase. Qui font un peu de veille là-dessus, qui suivent l'actualité. Ok. Bon, bah écoutez, super. Comme d'hab, on est sur 50-50 à peu près. Entre une maturité belle ou un peu plus d'expérimentation ou de prise de connaissance sur ce sujet. Alors, on va monter crescendo ensemble, aussi pour que les gens puissent prendre le temps d'arriver. Me concernant en 2 mots, donc Jérôme, mon prénom, Guess et Stratégie, donc voilà, c'est une boîte que j'ai créée il y a maintenant quasiment 12 ans. Parce que ma petite maman, et c'est vrai que j'associe toujours ma mère à mon entreprise forcément, parce qu'elle a créé des chambres d'hôtes il y a 20 ans. Bon, à 20 ans, j'étais encore un jeune lycéen, je pense, à peu près, dans ces créneaux-là. Donc je l'ai aidé rapidement à se développer, à lancer son activité. La chambre d'hôte il y a 20 ans, pour celles et ceux qui sont dans le tourisme, hein, depuis, je veux dire, cet âge, hein, pour ne pas parler d'époque, hein, en tout respect que j'ai pour chacune et chacun, c'était pas le monde qu'il y a aujourd'hui, quoi. Hein, la commercialisation, la distribution, bon, tout s'est professionnalisé à l'extrême, beaucoup trop, hein, sans doute. Il y a toujours l'authenticité dans l'accueil de nos prestataires touristiques, dans la démarche marketing, honnêtement, souvent les petits hébergements, c'est des rockstars comme des 5 étoiles parisiens, quoi. Hein, il faut qu'il y ait une vraie stratégie qui soit très 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 pro, sauf que généralement ils n'ont pas le temps. Et évidemment, ils n'ont pas les ressources, ni humaines ni financières, hein, pour s'attaquer à des mastodontes comme on va le voir aujourd'hui, les OTA. Donc je fais ça depuis maintenant quasiment 12 ans. On accompagne donc les prestataires du territoire sur ces différents sujets. Et puis en même temps, voilà, je connais certains d'entre vous, on intervient régulièrement sur les territoires, échelle CRT, échelle ADT, échelle Office de tourisme, entre autres sur ces sujets. Voilà. Le programme de notre heure qu'on va passer ensemble, il y a 3 points. Le premier, on va le voir justement quelle est la situation un petit peu actuelle des OTA. Et là, je vais faire un quiz. Moi, j'aimais bien le burger quiz qu'on avait les années passées. Bon, hier soir, on ne l'a pas eu, donc je ne vais pas le refaire ce matin. Mais je vais poser 3 questions, voilà, pour voir quelques chiffres, hein, sur notre secteur, liés aux offices de tourisme et liés principalement aux agences de voyage en ligne. Ensuite, on va voir comment ils sont chauds bouillants, là. Ah ouais, ils sont souvent beaucoup plus rapides que nous, hein, forcément. Ils sont souvent beaucoup plus rapides que nos prestataires touristiques. Et là, ils lancent des initiatives de partout, hein, à coup de planches de billets, quoi. Et c'est pas des pesos argentinos, hein, voilà, c'est des dollars américains en puissance. On va voir ce qu'ils sont en train de lancer et évidemment de rattraper largement le retard qu'ils avaient eu l'année 2020, pardon. Et ensuite, on verra quelques solutions que j'ai dû choisir volontairement parce qu'il y en a beaucoup plus que celles que je vais vous donner ce matin. Mais je vais essayer d'imaginer quelques solutions qui pourraient être intéressantes, pertinentes pour vous, OGD, à transmettre à vos prestataires touristiques.
C'est hébergement, pas que. Hein, je parlais un peu d'activité de loisirs aussi. Alors, si je vous fais... je suis, les 4 à la suite. Merci. Ouais, je sais que je suis un piètre imitateur, vous l'avez compris. En effet, Julien Lepers, bon, qui n'existe plus trop dans la planète du PAF, mais qu'on a tous aimé, nos grands-parents, nos parents, moi aussi accessoirement. Donc on va se la jouer un peu à la mode Julien Lepers, sans trop ses mimiques à tout va. Et je vais vous poser donc 3 questions, pour aussi qu'on s'en chauffe et qu'on se réveille tous ensemble. Première question, celle-ci. Quel est en moyenne le pourcentage de réservations directes d'un hôtel en Europe ? D'après une étude de The Edge, qui est un moteur de réservation principalement donc pour les hôtels, et qui a un déploiement qui est plutôt international européen, est-ce que vous avez une idée en 2021, sur 100 réservations qui tombent dans nos hôtels à l'échelle européenne, tout confondu, ok ? Hôtels urbains, ruraux, littoraux, montagnards, chaînes, indépendants, bref, tout confondu, haut de gamme, bas de gamme, on s'en fout, quoi. Là, tout confondu. Sur 100 réservations qui tombent chez notre hôtelier, combien tombent en direct ? Alors j'entends 10 en haut à gauche. Qui dit mieux ? J'entends 30. 40. 15, merde, on retombe. 50, oula, bon là, belle dose d'optimisme, hein, mais on n'est pas là non plus. Alors, je vais vous donner le chiffre. Ce qui est intéressant là que vous reteniez par rapport à cette diapo, c'est surtout qu'il y a eu un phénomène, j'espère constaté aussi sur le territoire, qui a été bénéfique pour nos prestataires. Quelque part sans effort, ils n'ont pas mis à jour leur site, hein, on les supplie souvent hein, de mettre à jour leurs photos, leur site, leur storytelling. Bon, ils en sont des moments très très loin, donc naturellement il y a eu un effet positif. Aujourd'hui, en 2021, on serait sur les 32%. Ok ? On serait sur 32% près de réservation directe. C'est énorme par rapport au passé. 2019, 20%. Bon, je ne suis pas mathématicien, faites les maths, vous allez voir que c'est un gap de plus de 50% quoi, en hausse. Donc on était sur du 20%, on a été en 2019 20%, en 2020 on était monté à 28% par rapport au phénomène que vous connaissez, hein, clientèle locale, l'américain ne venait plus, le canadien qui utilisait beaucoup, majoritairement Airbnb, Booking pour venir chez nous. Voilà, il y a eu différents phénomènes qui expliquent naturellement hein, cette hausse de la réservation directe. Donc en gros 20% 2019, 28% 2020 et on serait sur 32% à peu près en 2021. Donc ça, c'est pour bien commencer la matinée avec une dose d'optimisme. Bon, on va voir par la suite, à vos souhaits, ça va se gâter un petit peu. Deuxième question, quels sont les 3 sites de voyage les plus consultés à l'été 2021 par les Français ? Bon, ça c'est une étude, la célèbre FEVAD, entre autres, qu'on peut retrouver sur Écotouristique notamment. Qui connaît à peu près le trio là ? Dans le désordre, on s'en moque. Merci. Ouais, bien joué. Voilà, on a les 3. En me trompant, Airbnb, on va voir, c'est le 4e. Bon, il y a un faux là-dedans qui est Oui SNCF. Bon, qui est dans le classement, mais vous avez compris que réserver un hôtel sur Oui SNCF, il faut en vouloir. Il faut vraiment en vouloir. L'expérience client, l'UX design, il est absolument pourri. Réserver un billet de train, parfois, c'est déjà très compliqué. Une voiture, j'en parle pas. Un hôtel, on n'en parle absolument plus, quoi. Donc les chiffres sont là, et ils sont assez hallucinants quand même. On voit évidemment Booking qui a 16 millions à peu près de voyageurs de connexion sur son site en juillet. Donc 16 millions de Français se sont connectés sur Booking au mois de juillet. On était sur 12 millions sur TripAdvisor. On va parler de Trip, parce que souvent on dit Trip, c'est has-been, Trip, il sait plus ce qu'il fout, il est... Ah ouais. Un voyageur qui part sur notre territoire, il va aller sur Trip, que ça pour une activité de loisir, un restaurant ou même un hébergement, c'est le 2e site en juillet 2021, quoi. Donc là, par rapport aux hébergeurs, ceux qui disent Booking, ceux qui disent Trip, c'est pourri, j'y vais pas. Voilà, pas de conseils à vous donner, vous n'avez pas vraiment de conseils à leur donner, mais bon, ils peuvent potentiellement se tromper quand on voit ces chiffres-là. Hein, surtout Trip, on en reparlera, c'est une très mauvaise OTA, quoi. Hein, c'est pas vendre, c'est avant tout un site d'avis. Donc ça peut être pertinent pour nos prestataires, pour qu'ils ne donnent pas trop de com à ces fameux grosses agences de voyage en ligne. Et 3e, je l'ai dit, c'est SNCF, mais c'est un trompe-l'œil. Et puis on a Airbnb, en effet, qui a sur les 10 millions et quelques de connexions. Dernière question, et là on aborde le sujet des activités de loisirs. Est-ce que vous avez une idée quel est le leader ? Sachant que le marché, vous le connaissez, il est très atomisé, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de start-up, mais les volumes sont proportionnellement très faibles par rapport au volume de vente sur des sites d'hébergement.
Il y a plein d'initiatives qui sont lancées à l'échelle des différents territoires, des régions. On parle d'alentour, là, avec pas mal de débats, avec Jean Pinard, là, qui nous avait fait un billet sur ce sujet. Quel est les deux gros acteurs? Merci. Ça, vous êtes chaud ce matin. En effet, GetYourGuide, voilà, c'est numéro 1. Il y a Viator, qui est de la sphère de Tripad, de TripAdvisor. C'est pour les gros. C'est pour les gros. C'est pour les bateaux-mouches, c'est pour Vallon-Pont d'Arc, c'est pour le Mont-Saint-Michel, voilà, c'est pour des gros trucs. Typiquement, pour les petits prestataires de loisirs que vous avez sur le territoire, c'est le dernier conseil à leur donner, quoi. Vraiment. Quoi. Là, tu n'as aucune relation avec eux, ils te mènent en bateau avec des coms à part de volume énorme, ils ne te font pas beaucoup de ventes, et quand ils te font une vente, c'est un quart de Chinois qui arrive chez toi, tu as 50 personnes qui viennent, tu as une capacité de 20 personnes. Quoi. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, c'est assez dramatique. Initiative que je souligne rapidement, c'est celle-ci, plus il y a la montagne et au sport outdoor, loisirs, vous avez dû suivre aussi ça, Decathlon. Bon, c'est un acteur, heureusement, français, qui développe sa solution avec des acteurs réceptifs locaux. Je l'ai mis plus en termes de veille. C'est en train de se lancer, il y a différentes choses qui sont en test au niveau de Decathlon, donc c'est peut-être quelque chose aussi à suivre à votre niveau. Alors maintenant, au fur et à mesure que la salle se remplit, ça fait plaisir. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là ce matin. Rapidement, 2020. Bon, ils n'ont pas tous trinqué au même niveau, ces acteurs-là. D'après vous, lequel, parmi ces 4 majeurs, a le mieux surfé sur la crise, a le mieux survécu, quoi? Ouais, j'entends Airbnb, vous avez raison. Une baisse que, entre guillemets, de 30% de CA. 2020-2019, 30% de baisse Airbnb. Faible, vous connaissez les raisons. Hébergement chez l'habitant, meublé de tourisme, qui était valeur refuge de nos territoires par rapport à nos hôtels, nos résidences touristiques, etc., par rapport à nos gros opérateurs à l'échelle territoriale. Les autres, Booking.com, quand même 63% de baisse du chiffre d'affaires. Ok, important. Et Expedia, on verra que c'est un peu le... Voilà, c'est un peu pas le mauvais élève, mais pour moi, c'est... Ouais, c'est pas ma tête de turc, mais Expedia, c'est très compliqué. Eux, c'est 67% de baisse de chiffre d'affaires. Et juste avant, ils ont licencié du personnel. Ils n'ont même pas attendu la Covid. Ils avaient licencié, je crois, 2, 3 ou 4 000. Les chiffres, on ne les connaît pas par cœur et ce n'est pas le but non plus de mon intervention. Mais ils ont licencié du personnel avant la crise. Leur CEO, CFO de je ne sais quoi, il était aussi viré, je crois, en novembre, en décembre 2019. Bon, il y avait déjà panique à bord avant le Covid. Donc autant vous dire qu'Expedia aujourd'hui, c'est très 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 compliqué, quoi. Les raisons pourquoi 2020 a été compliqué pour ces acteurs, vous les connaissez, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Déjà parce que la clientèle était majoritairement nationale, frontalière, et que les Français, ils font ce qu'on appelle, là aussi vous connaissez sans doute ce terme-là, un peu intermarketing, le fameux billboard effect. Donc beaucoup vont chercher l'info sur une OTA pour ensuite réserver en direct sur l'hôtel, la chambre d'hôte, le gîte de notre territoire. Ça, c'est quelque chose qui est ancré maintenant des mœurs à l'échelle nationale, ce qui est quelque chose qui est favorable, qui est positif, et qui draine beaucoup de réservations directes. Avec nos hébergeurs, ceux que j'ai sur Booking.com, on a constaté que c'était une réservation par Booking égale une réservation directe en plus, quoi. Ça peut être un phénomène qui est très très important. Après, il faut séduire notre voyageur sur notre site, lui donner un peu de contenu, lui donner que quelques clics pour trouver la page de la réservation, voilà, quelque chose qui soit fluide, etc. etc. L'autre phénomène fort de 2020, c'était la perte de confiance par rapport aux agences de voyage en ligne. Le traumatisme du remboursement, quoi. Qui me rembourse? Comment? Quand? Est-ce que j'appelle mon hôtel? Est-ce que j'appelle Airbnb, que je ne peux pas évidemment appeler? Ça a été catastrophique. Donc le côté relation client de ces opérateurs a été dramatique. On ne se souvient maintenant plus trop, mais on parle de mars 2020, quoi. Moi, j'étais chez une cliente qui fêtait ses 40 ans. Son anniversaire, un week-end dans les pays de la Loire, la pauvre, quoi, son téléphone sonnait pas pour son anniversaire, quoi. Son téléphone sonnait pour des annulations en série, quoi. Et qu'est-ce que je fais avec Booking? Est-ce qu'il me rembourse? Est-ce que c'est moi? Est-ce que Expedia? Etc., etc. Donc la gestion de la crise a été très 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 compliquée pour ces acteurs, donc c'est quelque part aussi favorable pour nos opérateurs locaux, pour nos labels, Logis, Relais du Silence, Gîtes de France, évidemment aussi votre réseau propre à l'échelle de votre territoire. Donc là, il y a des choses qui ont été favorables. Donc, conséquence de tout ça, grosse perte de chiffre d'affaires, je l'ai dit, et ensuite, gros licenciement. Ils ont licencié à peu près tous dans les 25% du personnel. À la mode américaine, quoi. Bon, bah, the door, voilà, la porte est ouverte, partez, quoi.
Bon, depuis, on va voir qu'ils ont réemployé aussi vite qu'ils avaient licencié, quoi, à la mode aussi américaine. Donc 2020, ça a été une année traumatisante pour eux comme pour nous, mais ça a été aussi synonyme, on va le voir, potentiellement pour nos hébergeurs et nos prestataires, de récupérer enfin potentiellement la main, quoi, sur les réservations directes. 2021, c'est ce qu'on va voir maintenant, hein. Principalement, on va voir que ça se passe à coup d'investissements, hein, d'investissements colossaux déployés par nos différents opérateurs. Et là, on va s'arrêter, on va faire un arrêt sur image sur les principaux. Hein, on va passer un peu de temps sur Expedia, sur Booking, sur TripAdvisor, sur Airbnb. Et le dernier, dont tout le monde croit qu'il est français, tout le monde croit qu'il y a un gros opérateur qui est français qui s'appelle Le Bon Coin. Bon, non, pas français. Il paye peut-être un peu plus d'impôts que les autres, hein, sur le territoire français, mais c'est un conglomérat norvégien, quoi, hein, Le Bon Coin. Donc lui aussi, Le Bon Coin, voilà, il a fait beaucoup de choses en 2020, 2021, et il s'émancipe énormément dans le secteur d'activité. Le Bon Coin est devenir l'Airbnb, quoi, quelque part, entre guillemets, français, européen, quoi. Alors, je vous parlais des coûts marketing. On va pas forcément aller trop dans le détail chiffré ce matin, parce que sinon on peut se perdre là-dedans. Ce qu'il faut retenir, logiquement, par rapport à ces montants, en effet, qui peuvent nous interpeller, quelque part, pas nous faire peur, mais on dit, ouais, c'est assez important. 1 milliard, plus ou moins, Booking.com, à l'échelle d'un trimestre, hein, c'est pas le budget annuel. Tu fais les maths, il est quasiment quadruplé traditionnellement. Booking, c'est peut-être un 4-5 milliards de dollars qu'il met traditionnellement en SEA, quoi, hein, en achat de mots-clés, Google. Et le premier client de Google, il faut le savoir, c'est Booking.com. Donc là, il était à peu près sur ces niveaux-là, quoi, 1 milliard au premier trimestre 2021, tandis qu'il était, je lis, hein, sur plutôt 400 millions l'année précédente. Donc une hausse qui est assez significative de plus de 100%, quoi. Expedia, malgré sa détresse, comme je vous disais tout à l'heure, il a balancé 1 milliard, un peu plus d'1 milliard. OK, sur le premier trimestre 2021. Airbnb, c'est encore une fois pas le plus intelligent, mais c'est vrai qu'ils sont bons, quoi. Ah, ils sont bons, ils m'énervent, quoi. Ils mettent très peu finalement, tu vois, ils mettent à peu près un tiers par rapport aux autres acteurs. Et en plus, ils s'en sortent le mieux, quoi. Ce qui est fou. Et la hausse, 175% par rapport à 2020. Donc retenir que ils ont serré la ceinture comme nous en 2020, mais que là, boum, voilà, les chevaux sont lâchés, ils ont de l'argent à n'en plus finir, hein, les caisses sont très pleines de ces acteurs-là. Airbnb, vous l'avez aussi sans doute suivi, maintenant est coté en bourse. Hein, il est coté en bourse à Wall Street, en l'occurrence. L'action d'Airbnb, pour certains qui voulaient spéculer, ça aurait été un bon coup, hein. Les experts à l'époque, en décembre dernier, quand Airbnb s'est mis en bourse, ils parlaient de, je crois, 75 $ l'action. Aujourd'hui, on est à 175 $ à peu près. Pour vous dire que le monde entier croit évidemment en Airbnb. Les investisseurs croient en Airbnb, le développement est là, ils ont été bons pendant la crise, ils sont encore bons dans la relance. Et en plus, ils dépensent moins d'argent que les autres opérateurs un peu plus traditionnels. On va faire un arrêt sur image sur Booking.com, Booking Holding. Il y a d'autres marques associées à Booking que vous connaissez sans doute, Priceline, Kayak, Agoda, etc., etc. Booking étant évidemment la marque la plus forte et qui génère le max de chiffre d'affaires dans la holding. Sans, encore une fois, vous prendre trop la tête avec des chiffres, c'est intéressant de regarder quand même à une échelle de comparaison ce qu'ils pouvaient faire en année un peu traditionnelle 2019. Si vous regardez le petit pointeur, allez, regardez ça. 2019, ils étaient à 15 milliards de chiffre d'affaires. Et là, on voit là-haut la baisse, hein, je disais tout à l'heure, de l'ordre de 63%. Quoi. Mathématiquement, normalement, on est bon. Ils sont tombés à 6,7 milliards, ce qui est quand même relativement massif, hein, relativement important, se ressent sur le marché local, à l'échelle de nos différents territoires, et misant aussi de plus en plus sur sa diversification qu'il a amorcée il y a des années. Un Booking, c'était le site d'hôtel, c'était après le site des chambres d'hôtes, c'est devenu le site des meublés touristes, mais ça sera peut-être demain, malheureusement, le site des campings, si ce n'est pas déjà le cas, hein, sur vos territoires, il y a des campings qui sont dedans, mais là aussi c'est catastrophique. Il y a l'activité de loisirs, ils ont coupé la branche pour l'instant, ils bossent maintenant avec Viator, et plus trop en direct, ils ont plus ou moins racheté Musement aussi, pour ceux qui connaissent, mais ils ont coupé leur truc expérience, en bossant avec des partenaires pour solidifier leur diversification. Donc là, voilà, 6 milliards, on voit qu'ils ont coupé le budget marketing, qui était traditionnellement, je le dis, je le répète, à 5 milliards par an, ils sont tombés sur les 2 et quelques milliards. Et là, on voit le bénéfice, ils font quand même du pognon, mais plus que 59 millions. Bon, si on fait les maths, je crois que c'est 850% de baisse à peu près. Et ça fait flipper quand même. Vous regardez là, 15 milliards en 2019, net income,
5 milliards. 30%. Easy. 30% de leur CA, c'est du budget marketing, un peu de salaire, et puis le reste, j'exagère un peu. Ouais, sortir une marge de 30% dans le tourisme, évidemment, c'est impossible. Je ne parle pas de l'aérien, qui est souvent dans les négatifs. L'hébergement, on est parfois à 5%, 10% quand on s'en sort bien, 15%, alors là, c'est un miracle absolu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu as fait du lead management, tu as optimisé comme un fou ta structure, Booking, 30%, quoi, tranquille. Et comme les impôts, il en paiera peut-être demain à l'échelle européenne avec les fameux 15% qui devraient tomber en 2022 ou plutôt 2023. Pour l'instant, il est soft, quoi. Différents paradis fiscaux, etc., etc. Je ne suis pas en train de vous dire que Booking, c'est le grand méchant loup, etc., mais voilà, au niveau des chiffres, ça pèse évidemment très très lourd. Alors, 4 choses que vous pouvez retenir de ces grosses actions 2021 pour évidemment rattraper son retard, notamment par rapport à Airbnb. Le programme Genius. Bon, je pense que vous connaissez toutes et tous le programme Genius. Je vous pose pas la question si vous êtes Genius ou pas, parce que là, ça serait un sacrilège, une offense totale à notre secteur d'activité. Genius a évolué cette année. Traditionnellement, tu étais Genius. Bon, Genius, hein, en plus, génie, donc c'est génial. Tu es voyageur, tu souscris à l'offre Genius, tu es un génie, bon, ça te valorise, tu es content. Pas besoin de sortir une carte bleue, pas besoin voilà, d'avoir X voyages pour bénéficier de Genius. Tu t'inscris sur leur site Booking et tu es Genius, quoi. Et là, ça te donne accès à 10% de remise pour les hôteliers majoritairement qui ont voulu bosser avec Genius. Le conseil que je donne moi, à tous mes opérateurs, mais évidemment ceux qui ont une stratégie, ceux qui ont une tarification adaptée, ceux qui ont un produit à la base, je ne parle pas des... Voilà, certains hôtels de nos territoires, même les étoiles ne veulent plus passer chez eux, quoi. Les labels, j'en parle plus, quoi. C'est très, très, très compliqué, très poussiéreux. Hein, le bidet dans la salle de bain, le chien qui t'accueille au lieu du propriétaire, il t'aboie dessus. Tout ça, c'est du vécu. Hein. Je ne vais pas te donner les territoires dans lesquels je peux sillonner, mais bon, voilà, on vit des expériences parfois un peu troubles et perturbantes dans notre secteur d'activité auprès de certains de nos hôteliers. Moi, j'ai aucun prestataire qui est sur Genius, quoi. C'est le pire conseil à donner à vos prestataires, de leur dire mettez-vous sur Genius pour accroître votre chiffre d'affaires. C'est une trappe, quoi. Ils ne sont pas à 30% de marge, comme on l'a dit tout à l'heure, vos opérateurs. Voilà. Ils ne sont pas à 30% net income, de bénéfices, hein, comme Booking.com. Ils perdent 10% de CA d'un coup avec Genius, quoi. Il faut comprendre ça, quoi. Ils perdent 10% de points de marge, c'est fini, quoi. Leur marge est à 10%, ils perdent 10% sur le tarif moyen, c'est mort, quoi. Et comme maintenant, plus en plus de voyageurs ont Genius, parce que c'est gratos d'être Genius et que tu bénéficies de 10% de remise pour ceux qui ont voulu. Ouais, donc là aussi, tu engranges le mécanisme, quoi, qui est très destructeur pour vous, pour nous, pour nos opérateurs, etc., quoi. Jusque-là, c'était 10% point barre, c'était cool. C'était déjà pourri pour nous, mais c'était voilà, soft. Ils ont maintenant 3 niveaux de Genius. Ils ont le premier niveau qui est celui-là, 10% de remise. Ils ont un deuxième niveau qui a 15% de remise. Plus le petit déjeuner, free. Plus un surclassement. Non, c'est pas une blague, quoi. C'est vrai. Ok. Booking est tellement malin que pour que nos voyageurs bénéficient du niveau 2 de Genius, il faut qu'ils séjournent 5 fois en 1 an ou 2 sur Booking.com. Il faut qu'ils fassent 5 résas sur Booking pour bénéficier du 15% de remise, plus le petit-déj, plus un surclassement, quoi. En plus, vous avez compris, quoi. En plus, la fidélisation à la marque, quoi, à Booking. Et le niveau 3, même mécanisme, encore pire, 20% de remise, plus le petit-déj, plus un accueil VIP, plus un surclassement, etc., quoi. Et là, il faut que tu aies séjourné 15 fois. Il faut que tu aies réservé 15 fois sur Booking en 2 ans pour avoir ce master truc-là. Et votre hôtelier, hein, votre chambre d'hôte, votre gîte, votre camping ne peut pas choisir de rester dans le niveau 1 et d'exclure le niveau 2 et 3. Il est dedans, quoi. Et là, autant vous dire que quand votre hôtelier offre un petit-déj, offre un surclassement, en plus donne 20% de marge, bah là, à la fois lui, traumatisme, détresse, dépression, son fonds de commerce, bah, si un jour il veut partir vendre, bah là, rien, quoi. Rien, c'est fini, quoi. Il est mort. Il ne peut plus recruter. On parle du RH, problématique de recrutement dans notre secteur. Bah là, c'est fini, quoi. C'est aussi une des raisons pourquoi on n'a pas trop de budget, parce qu'on bosse trop avec ce genre d'opérateurs, quoi, de manière très claire. Bon, donc Genius, c'est une grosse révolution, quoi, en 2021, cette évolution-là. Ensuite, je vous ai fait une carte bleue, là. C'est que Booking, maintenant, pousse les opérateurs à être non seulement en réservation instantanée, mais à être comme Airbnb en mode paiement en ligne. Donc, vous pensez que votre hôtelier, votre chambre d'hôte,
votre camping, votre meublé tourisme sur le territoire, il est harcelé par Booking en mode souscrivez à notre offre, ce qu'ils appellent la Credit Card Virtual, la CCV, qui est un carte de crédit virtuel, pour que le voyageur paie instantanément sur Booking. Avant, vous vous en souvenez, sur Booking, c'était quand même majoritairement l'empreinte de votre CB que vous laissiez, quoi. À la différence d'Airbnb, où ça tout de suite était je paye, quoi. Je paye à la résa, quoi. Il est en train de plus en plus monter dans le côté maintenant on paye à la réservation. Évidemment, tout ça a un coût. Déjà 2% de commission en plus, des 15, 17%, parfois 20%, selon nos territoires, sont les options qui ont été prises par notre hôtelier. C'est pas tant la commission de 2% qui va nous faire mal ici. Bah, c'est surtout tu donnes encore la data, la donnée, la mainmise de la relation client à Booking. Donc tu perds encore le contrôle. Mais oui, mais votre hôtel va vous dire ouais, mais j'ai pas le temps moi avec ma VAD de vérifier la carte bleue, donc je suis content avec Booking, je suis tranquille, quoi. Ouais, mais plus il est encore une fois dans cette dépendance-là, dans cette relation nocive avec Booking.com, plus c'est un cercle non pas vertueux, mais évidemment un cercle vicieux, quoi. Une fois que tu as souscrit à Genius plus ce truc CCV, t'es fini, quoi. Là, tu es sûr de vendre un 50, 60, 70% de CA par Booking.com, quoi. Parce que c'est une machine de guerre, clairement, vous le savez. Ils trustent les proméliens sur Google en permanence, tout le monde connaît l'application, etc., etc. On continue dans le trash, là. Booking Sponsor Benefits. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce truc? Qu'est-ce que ça peut être, Booking Sponsored Benefit? Bon, sans être forcément bilingual, on comprend un peu le délire. Sponsor. Alors là, c'est l'horreur. On parle de parité tarifaire, des termes que vous connaissez. La maîtrise du prix de votre hôtelier sur Internet, c'est un vrai sujet. Nous, on intervient souvent sur la tarification auprès des territoires. Là, c'est la fin justement du contrôle de votre hôtelier sur ses tarifs. On lui dit souvent, vends moins cher en direct, vends plus cher sur Booking, à juste titre. C'est évidemment la meilleure stratégie, quoi. Dans les 10% d'écart à peu près. Il ne faut pas qu'il répercute toute la com. Sinon, il va se faire défoncer sur l'apport qui a été pris sur Booking. Si vous me suivez. Ok, donc à peu près 10%, c'est raisonnable. Sauf qu'avec ce truc-là, qui d'ailleurs est lié à la carte virtuelle, quand tu es dans la carte virtuelle, tu peux malheureusement tomber dans leur mécanisme de Booking Sponsor Benefit. C'est qu'en gros, Booking, à sa guise, va choisir de faire des offres sur toi. C'est un délire absolu, quoi, mais c'est encore une fois vrai, quoi. Pas tous les hôtels sont concernés, heureusement, mais il y a de plus en plus d'hôtels qui se rendent compte de ce subterfuge-là quand ils voient leurs tarifs. Ils disent, je comprends pas, là. J'avais une chambre à 130 € la nuit, elle est affichée à 125. Booking, volontairement, stratégiquement parlant, va discompter la chambre de votre hôtelier, votre camping, votre chambre d'hôte, parfois de 5, 7, 10%, quoi, pour garder le meilleur tarif, vous avez compris, sur Internet. Éviter le fameux phénomène de billboard, quoi, que le voyageur va aller repérer le site de l'hôtelier, réserver en direct. Non, si le mec va voir le site de l'hôtelier, finalement il est plus cher en direct que sur Booking, il n'est pas con. Hein. C'est pas parce que l'UX design est plus beau sur ton site d'hôtel qu'il va réserver sur ton site. Il faut arrêter les conneries. C'est la carotte, quoi. C'est la carotte du tarif, quoi, principalement. Donc si la carotte du tarif, tu l'as plus parce que malheureusement, tu es dans le truc de Booking Sponsor Benefit, là, ça devient très compliqué. Dernier point que je retiens par rapport à Booking en 2021, c'est le côté moins 10%. Donc là, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas tout l'été. Si vous faites de la veille sur Booking, sans réserver sur Booking, vous l'avez peut-être constaté. Ils vont dire, réserver sur Booking.com, sur un minimum de 50 € le séjour. Bon, allez, même en espace tente, une nuit dans un camping, sur certains territoires l'été, c'est plus de 50 €. Bon, donc, payer moins de 50 € sur un séjour touristique en France, ça devient rare. Donc, en gros, tu l'as tout le temps, ce truc-là. Donc, si tu payais plus de 50 € ton séjour, tu avais 10% jusqu'à un plafond de 200 € qui était donné pour un prochain séjour sur Booking.com. Ça va, vous me suivez? En gros, tu étais à 100 € de séjour, tu faisais une nuit dans un hôtel sur Booking.com, il t'offrait 10 € pour ton prochain séjour. Pour encore une fois, t'inviter non plus à passer en direct sur nos sites de destination, auprès de nos prestataires finaux, mais à come back sur Booking.com. Bon, là, je vous donne 4 choses qui sont assez soft. J'aurais pu être plus trash, quoi. Ok? 4 choses à retenir. C'est bon? C'est là? Bon, parce que moi, depuis hier, j'ai la tête. Hier, on en a pris plein. J'essaie de tout retenir. Mais bon. Normalement, vous allez retenir 30% de la présentation, en moyenne. Bon, certains peut-être 50, d'autres 10.
selon encore une fois l'alcool qu'on a encore, peut-être qui stagne dans nos canaux sanguins. Maintenant, parlons d'Airbnb. Alors, ouais, bah, on va la lancer vite fait. Alors, qui a vu cette vidéo là? Qui a vu cette vidéo? Il y en a un, pas plus? Ah, ok, 2, 3, 4, 5. Ouais, alors elle est dingue. Elle est complètement dingue cette vidéo. Il y avait déjà eu le cas d'un restaurant, hein, qu'ils avaient créé un faux resto sur TripAdvisor, vous en souvenez, sans doute, à Londres. Le mec avait créé un faux resto sur Trip à Londres, il était premier sur Trip, quoi. Avec évidemment que du fake. Hein. Le resto n'existait pas, l'adresse était fictive. Hallucinant, quoi. Parce qu'Airbnb nous dit oui, je fais plus de contrôle, oui, ouais, bullshit, que dalle. Donc là, vous allez voir, rapidement, on va pas passer entièrement la vidéo, mais c'est juste absolument dingue, quoi. Ok, donc on prend quelques minutes, peut-être plutôt quelques secondes, on la lance rapide. Vous allez voir. That's what you booked. What it actually is a doll's house. Donc, With voilà, c'est une lockdown maison coming coupée, to quoi. an end, but foreign holidays seeming like a distant dream, millions of us are turning to Airbnb, the billion-dollar company that has welcomed over 800 million guests in 4 million homes. From turrets to tents, 100 millions de cottages to voyageurs. castles, you can rent almost any kind of accommodation on Airbnb. But just how carefully do Airbnb check their listings? Do they verify that each property is somewhere somebody could actually stay? They say they do. So Archie and I thought we'd try and advertise one of the world's smallest properties on one of the world's biggest websites and see if anyone would book it. We are on a car journey to go and meet the UK's only Doll's House interior Là, on comprend plus designer. rien. Yes, we're going to try and list a doll's house on Airbnb, but before we do, we want to give you £5 for free, thanks to Curve, a payment card that essentially allows you to put your whole wallet into one card. Bon, vous avez compris le principe, hein, les mecs ont pris des photos d'une maison de poupée, ils ont créé une annonce sur Airbnb, hein, sans aucun contrôle, pas de souci, et puis là ils ont eu des tonnes de réservations, quoi. Maison de poupée bien faite, belle photo, bon, des petits acteurs en marketing, hein, des pros du storytelling, donc ils ont fait une histoire de dingue sur la maison, l'histoire de la maison, du couple d'hôtes, etc., etc. Et ils ont eu masse de résa, quoi. Bon, après ils ont été embêtés, évidemment, ils ont dû rembourser, ça a été... Mais truc de fou, la vidéo, je sais plus combien elle a de millions, mais c'est énorme, un nombre de vues, pour prouver encore une fois que c'est du bullshit, quoi. Que les contrôles sur Airbnb, on en parlera rapidement dans quelques minutes, il y en a très peu, quoi, en termes d'opérateurs. Alors, bon, de toute façon, vous aurez évidemment la presse, vous aurez le lien, vous la regarderez à l'occasion, c'est assez drôle. Campagne d'avenir. Bon, là, peut-être, il y en a quand même plus qui sont au courant de ce qui s'est passé en avril 2021. Campagne d'avenir, oui. Bon, c'est là où les maires de France, l'association des maires de villages ruraux, ont signé un pacte, un accord avec Airbnb. Je ne suis pas dans les débats politiques. Moi, la chance, je suis entrepreneur, je suis gérant d'une SRL, donc je ne suis pas du tout politique de quoi que ce soit. Je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas l'envie de ça non plus. Donc, on ne va pas dire que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Moi, je suis dans le constat. Je suis dans le constat de la chose. Qu'il y a en gros les maires de France qui se sont associés avec Airbnb, c'est dans certaines communes rurales, pour, citons-le, libérer le potentiel touristique de la France rurale. Comme si on avait attendu Airbnb pour libérer le potentiel du tourisme rural, comme si le tourisme rural n'existait pas sans Airbnb, quoi. J'adore, quoi, la raccroche toujours, waouh, truc de fou, quoi. Donc, il y a, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils offrent un 100 € dans une cagnotte pour attirer, je crois que c'est 15 000 nouvelles annonces d'ici la fin d'année 2021. Ils veulent avoir 15 000 nouvelles annonces sur Airbnb, et à chaque fois qu'il y a un nouvel inscrit dans ces communes rurales-là, il y a 100 €. Alors, je n'ai pas suivi tous les détails. Est-ce que c'est pour la mairie concernée, ou est-ce que c'est une cagnotte globale reversée par part de je ne sais pas quoi? J'en sais rien, quoi. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Cool, ça dynamise le tourisme rural, mais c'est Airbnb, donc c'est une boîte cotée aux États-Unis, etc. Voilà, Airbnb bosse avec le CIO, vous le savez, les JO. Airbnb, il y a quelques années, avait fait un partenariat avec la SNCF. Vous vous en souvenez, ça? Ouais. Donc ça avait été dénoncé. Au bout de quelques semaines, bon, ça avait été un tollé, un fiasco, les médias s'étaient emparés du sujet, bon, ça s'était rendu caduc, ça a été avorté. C'est pas le cas pour ça, quoi. Je ne dis pas qu'il fallait ne pas le faire, j'en sais rien, quoi. Mais bon, c'est une question que je vous pose, et c'est surtout un constat qu'on fait, quoi, de ce partenariat-là.
Alors, il y a eu aussi des choses, ça c'était en mai 2021, donc en mai de cette année, il y a eu plus de 100 nouveautés à découvrir sur l'ensemble de nos services. Donc ça a été aussi une grosse évolution. Vous avez la vidéo là, donc, que j'ai pas mise, mais du fameux Brian Chesky, là, le fondateur d'Airbnb, voilà, qui nous dévoile les 100 nouveautés. Ce qu'il faut comprendre rapidement par rapport à ça, c'est qu'il y a deux choses. À la fois des nouveautés pour le voyageur, où il y a la notion de flexibilité. La notion de flexibilité qui est vraiment au cœur de cette évolution. Si vous êtes allé là aussi en veille sur Airbnb, vous l'avez vu. Tu peux ne plus mettre de date sur Airbnb. Tu peux ne plus mettre de lieu. Et je ne sais pas qui, des blogueurs d'e-tourisme a écrit, je crois que c'était Jean-Luc qui avait écrit un billet là-dessus, sur le fait que les gens, ils s'en foutent de la destination, quoi. J'exagère, évidemment, on part dans le truc, mais il y a des moments, c'est le produit qui va faire qu'il va venir chez vous. C'est là aussi une réalité, quoi. C'est pas bouh. Donc Airbnb aussi a compris un peu ce switch-là, quoi. Donc il y a des moments, il va faire un filtre en mode, tu sais pas où tu vas, quoi. Mais par contre, je veux dormir dans une yourte. Par contre, je veux dormir dans un petit chalet. Par contre, je veux dormir dans une soucoupe volante. Par contre, etc., etc. Donc il est beaucoup plus flexible sur les destinations. Il est beaucoup plus flexible sur les dates aussi. Donc il a bien intégré cette notion-là. Ce qui n'est pas trop le cas de nos opérateurs. Par rapport à des logiques d'investissement, etc., etc. L'autre point qu'il faut vous garder en tête, il y en a 100, mais je vous en donne vraiment ces 2-3 là, quoi. Le côté flexibilité qui est au cœur maintenant de la stratégie d'Airbnb pour le voyageur. Et pour le producteur, pour l'opérateur, c'est que maintenant, il a rendu beaucoup plus simple l'inscription sur Airbnb. Il y a 10 étapes. Beaucoup plus rapide que par le passé. Et il va filtrer les photos, les trier automatiquement avec de l'intelligence artificielle, avec tous ces algorithmes internes, etc. Il va rendre les photos plus belles. Il va même, vous savez maintenant, le texte enrichi est écrit, et à la phrase qui est construite derrière. Donc là aussi, il rend tout plus simple, quoi. Quand votre opérateur galère à écrire son texte sur son site, tu sais que sur Airbnb, il va écrire un super texte en 2 minutes, quoi. Donc là, oui, c'est dur, parfois de le convaincre que le direct est mieux, que c'est plus facile. Non, c'est pas plus facile le direct, c'est plus compliqué. Mais en termes de rémunération, de marge, de chiffre d'affaires, de fonds de commerce, évidemment, il n'y a pas photo, quoi. OK? Donc retenez ces 2 points-là. Le fait qu'Airbnb a rendu beaucoup plus facile l'inscription, avec nos petites maisons de poupées aussi, on a bien compris, quoi. Tout est plus rapide, alors qu'il dit en même temps qu'il fait du contrôle. C'est tout le paradoxe d'Airbnb. Et il rend beaucoup plus flexible le voyageur pour, encore une fois, grandir, grossir, parce que le voyageur maintenant est dans cette mode-là. Depuis trop savoir où est-ce qu'il va, quand est-ce qu'il va, il est beaucoup plus flexible qu'il était avant la crise. La hausse des longs séjours, alors ça a été une constatation d'Airbnb aussi, vous avez peut-être fait aussi sur vos territoires. On est maintenant sur quasi une réservation sur 4 sur Airbnb qui est plus de 28 nuits en 2021. On est sur 24% des réservations qui sont plus de 28 nuits sur Airbnb. L'accroissement des longs séjours, pour les raisons que vous connaissez, télétravail, coworking, co-cation, vacation, on a compris hier, bon, on n'a rien compris, mais voilà, avec différents termes d'origine anglo-saxonne. Donc on était à 14% à peu près de séjours de 28 nuits ou plus sur Airbnb, on est passé à 24%. Là aussi, c'est une hausse qui est significative. Et il a changé ses critères, il a mis une nouvelle norme là-dessus aussi pour les annonces, etc., etc. Je crois que c'est le dernier point par rapport à Airbnb, dans son évolution, elle est très très récente. Vous le savez, Airbnb c'était très hébergement chez l'habitant, le meublé tourisme. Airbnb de plus en plus veut se concurrencer aussi Booking, donc change le modèle de la tarification. C'est en italien, c'est normal, c'est pas encore en France, c'est pas encore en Italie, mais ils testent ça avec un opérateur italien pour que maintenant sur Airbnb, comme sur Booking ou comme sur le site de notre hôtel en direct, on puisse afficher le tarif remboursable, non remboursable. Oui, aïe, 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 ouais. Le Bon Coin veut concurrencer Airbnb, Booking veut concurrencer Airbnb, Airbnb copie Booking. C'est un petit groupe à 2-3 acteurs, quoi. Et souvent, ils se copient les uns les autres. Donc pour l'instant, c'est en test. Mon petit doigt me dit que dans les prochains mois, ça ira chez nous, quoi. Il y a RoomCloud qui est là-dessus, il y a The Edge aussi qui est là-dessus, et Cloudbeds qui est là-dessus. Ça, c'est 3 noms de moteurs de réservation qui sont en test en ce moment avec Airbnb, pour tester la solution auprès de leurs hôteliers, quoi. Donc ça peut avoir un énorme impact en termes de distribution pour nos opérateurs. Ouais, je pensais que ces derniers points, vous avez peut-être suivi ça aussi, Christophe Lavaux, là, de Val d'Isère Tourisme. Il faut faire gaffe avec vos marques sur Google. Ouais. Et ça, c'est Romain qui m'en a parlé hier de Tourmag. Avec vos marques, on voit bien qu'il y a écrit là, si vous regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
attends, top, trompe de bouton, ici. Site officiel Val d'Isère. Bah non, c'est pas le site officiel. Oula, ouais, ça devait arriver. Autant celles-là, ça va, mais celles qui sont là ou là, c'est compliqué pour moi, ça. Ouais, donc on a Val d'Isère, site officiel, c'est pas le site officiel, c'est Airbnb, quoi. Donc ça, c'est courant pour nos hôteliers, c'est aussi courant pour vous. Il faut juste parfois regarder ce qui se passe dans une petite recherche sur votre destination, quoi. Après, ouais, c'est Airbnb qui sous-traite ses campagnes de SEA. Le mec dit ah bah je savais pas, donc je vais corriger, il y a un petit bug. Oui, oui, bien sûr. Bon, il n'a pas tout exclu les mots-clés qu'il fallait sur sa campagne Google AdWords. Mais comme par hasard, c'est une exception, quoi. Mais bon, voilà. Val d'Isère, je pense que ce ne sont pas les seuls qui peuvent être concernés par ce phénomène. Et dernier point, vous avez peut-être aussi toutes et tous vu hein, dans vos différentes régions, départements. Paris est massif, région parisienne à mort. J'étais au Havre pour l'université d'été du tourisme durable il y a quelques semaines ou quelques jours. C'était aussi au Havre. Vous qui a constaté ça à l'échelle de votre territoire? Ouais. Ok. Ouais, énorme. Et puis joli, quoi, comme d'hab. Hein. Expérientiel, voilà, hébergement atypique, authentique, joli. Enfin voilà. Donc énorme. Là, sur les stations de bus, il y en a partout. Dans les gares, il y en a partout aussi. Enfin, c'est aussi une campagne qui est forte et qui a un impact positif pour Airbnb. Je vais aller plus vite sur les suivants, parce qu'on va parler de TripAdvisor, Expedia et ensuite Le Bon Coin. Alors TripAdvisor, il y a une chose à retenir, pas plus. TripAdvisor Plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose de plus? TripAdvisor Plus, qui dit quoi? Qui dit rien? Ouais, non, un peu? Non? Ok. Bon, TripAdvisor Plus, c'est un modèle à la Netflix, un modèle d'abonnement. En tout cas, c'est l'idée de TripAdvisor. On a fait un modèle d'abonnement à 99 $, parce que pour l'instant, c'est aux États-Unis, pas encore chez nous. On va voir ça dans les prochains mois. TripAdvisor pense que le voyageur sera capable de payer 99 $ pour bénéficier de remises. Bon, mais là où il n'a pas compris, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est un Genius payant, quoi. Alors là, je vous fais réviser en même temps. Ça va? On est là? Ok. Voilà. Bon, en gros, c'est un fiasco pour l'instant, c'est un gros bide. Voilà, aux États-Unis, c'est un tollé, ça fonctionne pas trop. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il demandait à l'hôtelier d'avoir le best price, quoi, d'avoir le meilleur tarif. Donc la parité tarifaire était encore mise en question, donc il y a eu du lobbying des chaînes hôtelières qui ont en gros défoncé le TripAdvisor Plus. Maintenant, c'est un système de cashback. Ok? Donc on est sur les tarifs, et en gros, tu payes le tarif normal, mais après, tu es payé par TripAdvisor. Bon, là, on est plus dans le prospective 2023, peut-être française, à suivre. Mais ça peut aussi un peu diversifier la stratégie de communication, de distribution de vos prestataires. Voilà, je vous dis, il y a beaucoup de choses ce matin. Et j'aurais pu durer toute la matinée tranquille avec vous. Retenez, allez, 35, peut-être pour toi, tu as l'air bien. Je te vois depuis tout à l'heure, tu es bien attentive, merci. Toi, 42, toi, 28. Par contre, ouais, là. Voilà, bon, en gros, retenez ce que vous pouvez. Je crois qu'il y a le live après qui sera sur YouTube. Bon, il faudra réviser de temps en temps. Et puis, vous aurez le support, j'espère, par Ludo et l'équipe. Expedia, bon, voilà, pas grand-chose à dire. À part que maintenant, ils bossent avec Get Your Guide pour la partie activité de loisirs. Expedia, Get Your Guide, Booking, Viator, Musement, s'il faut retenir pour la partie activité de loisirs. Voilà. Et Airbnb Experience, toujours là, mais bon, c'est pas... l'essai de quelques années d'Airbnb n'est pas si concluant que ça, quoi. Pour toutes les raisons que vous connaissez de vos prestataires de loisirs, le fait que les offres sont très atomisées, très différentes, que la marge est déjà faible et qu'ils prennent une commission qui est largement supérieure à celle des hôteliers. Bon bref, j'aurais pu faire un atelier rien que là-dessus, mais ça sera pour une prochaine édition. Par rapport à Expedia, je vous le dis là aussi de manière très crue, très cash, comme je le fais régulièrement. Désolé, je vais être un peu grossier. Conseil que je vous donne par rapport à Expedia pour vos prestataires, c'est très simple, c'est que c'est 10 fois plus d'emmerdes pour 10 fois moins de réservations que Booking.com. Voilà, vous prenez pas, vous la nuancez un peu plus politiquement correct à vos prestataires, mais c'est ça l'idée. Moi, j'ai 3% de mes clients qui sont sur Expedia et ils veulent tous se barrer et ils me disent tous que ça leur génère 2 réservations par an. Mais par contre, ça les fait chier. Vous avez compris? Parce qu'ils défoncent la parité tarifaire. Expedia, sur le référencement Google, vous le savez aussi, c'est WeSNCF, c'est plein de marques. Donc quand tu tapes après ton nom commercial, alors que tu avais été que Booking qui te faisait en haut de Google, maintenant tu as toutes les marques d'Expedia, quoi. Donc ton lien direct à toi, naturel, tu es sûr qu'il va remonter, peut-être première page Google,
mais disons plutôt middle, quoi, plutôt foot, pied de page, quoi. Donc voilà, 10 fois moins de résa, vraiment, quoi, c'est catastrophique, et 10 fois plus d'emmerde par rapport à ton référencement et par rapport au fait que tu es parfois pas payé tout de suite, parfois ils sont trompés dans le tarif, vraiment une grosse galère. J'espère qu'il n'y a pas de représentants, mais je crois qu'ils sont jamais là, d'Expedia ou autre. Ouais, bon, j'ai pas que des copains, mais bon, c'est comme ça hein, dans la vie de toute façon. Le Bon Coin très très vite, que je regarde le timing, et ouais, bon, ça va. Un quart d'heure, on est bien. Bon, sinon, on demandera la pause de venir à nous, quoi. Ouais, je me dis que c'est peut-être un bon truc pour l'année prochaine. Pour que les gens soient vraiment là, bien chaud à 9h, c'est qu'on fasse le casse-croûte ici, quoi. Bon, voilà, ça sera ma condition si Ludo veut que je revienne à 9h animer quelque chose ici, quoi. Bon, le Bon Coin, une idée du trafic mensuel du Bon Coin, en moyenne à peu près en France? Quel est le trafic du Bon Coin mensuel en France à peu près? Une idée à la louche? Bien joué. Oh, t'es là, coucou. Ah oui, il y en a deux là-haut, j'avais pas vu. Coucou. Ouais, on est sur les 30 millions à peu près, hein, 27, 28 millions. Ils sont pas dans le classement qu'on a vu tout à l'heure, ils sont largement au-dessus. Parce que le Bon Coin, dans le classement de la FEVA, n'est pas considéré pour l'instant comme un acteur du tourisme pur. Mais oui, parce que c'est les petites annonces, c'est l'emploi, c'est des vêtements, c'est des maisons, bon, c'est plein de choses. Mais c'est de plus en plus la rubrique tourisme. D'accord ? La partie tourisme, hein, c'est une de leurs parties majeures maintenant. Je crois que c'était 5 millions à peu près de voyageurs et de visiteurs qui ont consulté le site. En un mois, il y a l'été 2021. Donc c'est énorme, le Bon Coin. Tout le monde connaît le Bon Coin. Le Bon Coin ont racheté Locason. Le Bon Coin ont racheté Pilgo. Pilgo, c'était le fameux acteur qui nous permettait de faire tout ce qui était channel manager, là, le lien entre nos plateformes, etc. Le truc qui manque, quoi, souvent à nos plateformes, pour qu'elles soient connectées avec Eloa, Vivo, Reservit, Avelpro, et etc., etc. Eux, ils l'ont. Donc maintenant, sur le Bon Coin, bah, tu trouves tous les groupes hôteliers, quoi. Hein, tu trouves Accor, tu trouves Collectionneur, tu trouves Relais du Silence, tu trouves Logis. Pour les petits acteurs meublés Gîtes-de-France, chambre d'hôtes, etc., c'est plus compliqué, quoi. Parce que là, il faut mettre à jour le planning, double résa, saisie, etc., etc. Ok ? Mais le Bon Coin, voilà, vraiment un acteur qui devient de plus en plus important dans le secteur d'activité. Est-ce que ça va? Oui. Bon, cet après, j'ai un atelier en plein air beaucoup plus léger, hein, je vous rassure, beaucoup plus interactif aussi. Je vous invite à être là avec moi cet après-midi, on parlera des webinaires. Stop ou encore? Ouais, un vaste débat là aussi, donc il y aura beaucoup d'interactions, plus évidemment que là en ce moment. Alors, quelques idées de solutions. Hein, quelques idées de solutions, donc là, il y en a deux qui sont aussi, qui exposent au salon, donc Gringo et WeGo Greener. Bon, il y a Mélanie va au vert, bon, il y a d'autres acteurs, bon... Là, c'est pas à dire ouais, génial, tout est beau, ils sont gentils, bon, français majoritairement, donc c'est quand même mieux, hein, quoi qu'il arrive, que bosser avec des acteurs outre-Atlantique, surtout dans le monde dans lequel on vit, à l'échelle voilà, française, Made in France, etc., etc. Tous vos acteurs, tous vos prestataires ne sont pas concernés, vous avez compris, il y a une démarche avec mon fameux cœur vert que j'aime bien, plutôt hein, écologique, RSE, développement durable, authenticité. Mais quoi qu'il arrive, logiquement, vos acteurs hein, des territoires, et surtout les petits acteurs indépendants, ils sont déjà naturellement là-dedans. Sauf qu'ils sont trop chats et trop timides pour le dire. Ils achètent local, hein, produits de saison, ils se fournissent localement majoritairement, leur déco, parfois, je crois que c'était Sophie hier qui en parlait avec Emmaüs là, pour le projet de chez Accor. Bah oui, vos prestataires, ils achètent certainement local, ils chinent, ils brocantent, etc., etc. Et naturellement, ils sont déjà dans ces tendances-là, quoi. Sauf que, encore une fois, ouais, je ne dis pas, je ne sais pas, je ne veux pas, autre. Donc là, il y a certains acteurs, nous, avec lesquels on peut bosser. Gringo, WeGo Greener, qui sont sur le salon, en font partie. Et ça peut être, non pas un remplacement, il ne faut pas déconner, hein, vous le savez très bien, mais en termes de diversification, d'image de marque et de commissions, parce qu'on est sur des commissions qui sont plus faibles, hein, dans les 8-10%, par rapport aux 15, 17, 18% des fameuses agences de voyage en ligne, c'est favorable, quoi. Après, il faut avoir un positionnement qui soit un minimum adéquat, en adéquation avec, évidemment, avec les valeurs de ces entreprises-là. Fair Booking. Ouais, alors là, ça rappelle les souvenirs à certaines et certains, je pense. Fair Booking, tout le monde, j'espère, ouais. Hein, voilà, fameux Nantais, hôtelier nantais, le club de Nantes qui a créé à l'époque Fair Booking, qui s'est à un moment perdu complètement en route, faute de moyens, faute de vision commune, faute d'accord, hein, des initiateurs du projet.
Fairbooking is back. Ouais. Donc, c'est pas de l'humour noir que je fais, hein. Réellement, il est de retour. Hein. Ils ont lancé leur plateforme maintenant. Ils sont connectés avec Alliance Réseau, le One Shot Pay, que vous connaissez là aussi sans doute. Hein. Et là, on est sur 5% hors taxe de commission sur la chambre uniquement. Tout ce qui est petit-déj, restauration, spa, golf, j'en sais rien, n'est pas commissionné. Et on est, je crois, sur le taux de One Shot Pay, qui est peut-être à 5% à peu près par rapport à la transmission, évidemment, le côté paiement, quoi, la transaction. Donc en tout, on est plutôt sur les 8% de commission. Et on a une adhésion qui est de 25 € par an, et qu'on paye que quand tu as la première réservation. Donc l'argument toujours du prestataire, ouais, mais je sais pas, donc je m'engage pas, ça coûte, etc. Non, ça coûte rien si tu n'as pas une résa, et puis après tu as ces 25 €, bon, c'est pas non plus la fin du monde pour notre prestataire, et la commission, je répète, elle est plutôt dans les 7-8%, quoi. Voilà, qui est le niveau à peu près des boîtes françaises, hein, on est sur les 8, 10, parfois 12, Île-de-France, on ne sait pas trop, parfois ils sont à 12, parfois ils sont à 13, selon les territoires, mais les acteurs français sont de toute façon généralement moins chers que les grosses plateformes américaines. Donc Fairbooking, ça peut être une piste. Là aussi, je ne sais pas si vous avez suivi il y en a plein, je ne les ai pas toutes listées, et puis comme pour les plateformes, hein, on parle d'Alentour ou d'autres, hein, on ne sait pas combien de temps ça va durer, cet acteur-là notamment, est-ce que ça va durer des années, est-ce que ça va mourir, revenir un jour comme un phénix, bon, je n'ai pas de boule de cristal, donc j'en sais rien. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Ça, c'est un hôtelier alsacien hein, qui a lancé sa plateforme Booking Better, et il n'y a que dalle, il n'y a pas de commission, c'est une cagnotte. L'hôtelier qui veut être dessus, c'est gratos, mais il peut participer. Il peut mettre 5 €, 10 €, enfin, voilà. Il peut mettre quelque chose ou rien, c'est une sorte de cagnotte, et après tout est en direct. À l'époque, il y avait 500 hôtels, ce qui est très faible, hein, mais tout ça est récent. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va s'arrêter net, j'en sais rien. Mais c'est une alternative. Et ce qui est intéressant, c'est ça. J'ai testé, ça fonctionne hyper bien. Ça. Sur Chrome, sur Firefox, c'est une extension. Donc je ne sais pas comment on dit, si c'est Booby ou Beu. Donc c'est une extension que vous mettez, une sorte de plugin là sur votre navigateur, et ça va automatiquement vous comparer le tarif direct avec Kayak, avec Booking, avec Expedia, quoi. Et généralement, les hôteliers qui sont sur cette plateforme sont moins chers en direct. C'est l'idée. Des hôteliers qui ont un minimum de gestion de leur résa, de leur marketing, qui sont toujours moins chers en direct. Donc là, c'est un petit plugin gratos. Voilà, qu'on peut mettre sur son navigateur et qui permet de comparer automatiquement la chambre de l'hôtelier évidemment qui est sur l'outil hein, avec Kayak, Booking et les autres acteurs. Donc c'est pas foufou hein, avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, mais c'est à signaler et puis ça peut être pertinent. Ensuite, TripConnect. Je regarde en même temps le timing. Ouais, 53. Alors TripConnect. Ouais. Bon, il faut encore s'accrocher avec moi, désolé. Pareil, ça vous dit quelque chose, ça vous dit rien? Non? Un peu? Bon, le terme, désolé, encore une fois, à l'anglaise, meta-search. Peut-être, ouais, un peu plus, meta-search. Bon, l'idée, c'est comme une OTA, à la différence majeure, que là, tu vas mettre ton propre moteur de réservation sur TripAdvisor. Donc, tu es sur Trip ou d'autres, et là, tu mets ton propre moteur. Ton Reservy, ton Avail Pro, donc, qui est devenu The Edge, ton Vertical Booking, ton fameux Eloa, Amenities, Vivo, bon, j'en sais rien. Donc, tu mets ton moteur directement sur ta page TripAdvisor. Tout ça a un coût, c'est pas gratos, hein, évidemment, tu payes. Soit au CPC, au coût par clic, soit une petite commission. Quand je dis petite, elle n'est pas si petite que ça, dans les 10, 12 ou 15%, j'ai plus le chiffre en tête, quoi, mais un peu moins que Booking.com. Ok ? Mais là, ce qui est très important pour vous à retenir, c'est une chose par rapport à TripConnect, c'est le fait que la résa tombe dans le PMS, dans l'outil de gestion de votre hôtelier, de votre chambre d'hôte, etc. Okay, ça, c'est énorme. La donnée, encore une fois, du client. Son contact direct, son téléphone, son mail, idéalement, peut-être, imagine une newsletter un jour, peut-être une campagne, là aussi, sur les réseaux sociaux, comme on a vu hier, etc. etc. Okay, donc ça peut être une alternative. Moi, j'ai des hôteliers qui vendent, je crois, que 5% de leur CA sur Booking et qui font 20% de leur CA grâce à cet outil-là, quoi. Donc moins cher et en plus du contact direct de leur clientèle qui va dans leur PMS, avec qui ils peuvent faire des actions derrière de com et les fidéliser davantage. Même chose pour Hotel Google Ads. Hein, c'est la fameuse carte Google Maps, là où de plus en plus on va intégrer des systèmes de réservation. Google a fait son bon prince, c'est plus le cas maintenant, mais c'était gratos. Il a lancé son truc gratos, là, pour que les hôteliers et nos opérateurs à hébergement du territoire puissent tester la plateforme pour un jour, évidemment, commencer à mettre de l'enchère.
Donc là, c'est la même chose que ce que je vous ai dit à l'instant avec TripConnect, c'est que tu mets ton moteur de résa directement sur ta carte Google My Business. La version gratuite, d'après certaines études, ça avait généré à peu près 2% de réservation. Donc là, c'était gratuit, hein, tu mettais ton moteur, le mec réservait sur ton site, depuis ton moteur de réservation, tu pouvais tracer ça et ça avait généré en moyenne 2% de réservation en plus. Après, sinon, c'est payant, ça peut être à 8%, ça peut être de l'enchère, bon. Mais tout ça, bon, c'est un peu technique, mais en termes de diversification et de non-dépendance avec les gros acteurs qu'on a vus précédemment, ça peut être intéressant pour certains de vos socioprofessionnels. Bon, initiative que j'aime bien, il y en a plein d'autres, je n'étais pas là pour en nommer particulièrement, mais moi j'aime bien la boutique des Pyrénées, parce que nous sommes dans les Pyrénées. Donc là, en termes de conseils de séjour, en termes d'offres personnalisées sur mesure que vous proposez à vos prestataires et que vous pouvez offrir in fine à vos voyageurs, bon, voilà, moi c'est un petit truc que j'aime bien, et les chiffres sont là aussi, ils sont bons en termes de résultats. Tout ça, vous l'avez compris, c'est de la diversification, c'est pas dire, ouais, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier, on est vraiment là dans quelque chose qui est large pour éviter de dépendre avec les gros acteurs. Ulysse et le Cyclope. Bon, là, c'est une petite initiative perso, parce que je suis le parrain de ce club qui a été lancé par Charente Tourisme, qui, idem, ne remplacera jamais les fameux OTA, mais là, on est plus dans le côté mise en réseau de vos prestataires sur le territoire. La création d'un sentiment d'appartenance, de travailler en réseau, enfin entre eux, quoi, qui puissent peut-être bosser ensemble. Je suis plein, bah tiens, toi, t'es peut-être pas plein, je t'offre un voyageur. Et surtout, la réponse avec, finalement, tout le sujet qu'on va ensemble ce matin, vous l'avez compris, c'est pour ça que je suis là, c'est vous transmettre à vous, destination des connaissances un peu plus fines sur ces sujets qui sont complexes et qui évoluent en permanence, pour que vous puissiez après les transmettre avec plus ou moins de souvenirs ou d'anti-sèche YouTube dans les prochaines semaines pour reprendre un peu ce que j'ai pu vous dire. Et surtout, voilà, vous puissiez éduquer. Le mot est là, quoi, éduquer vos prestataires touristiques. C'est vraiment l'horreur pour eux, quoi. C'est vraiment l'horreur pour eux. C'est devenu une jungle, une poubelle. Enfin, ils sont pris en otage, quoi, par ces plateformes. Et la seule réponse, c'est la formation, c'est l'accompagnement, c'est les petits mots, les petits conseils, les petites bonnes astuces que vous pouvez leur donner. Et il y en a, encore une fois, on l'a vu, il y en a suffisamment. Dernier point par rapport à ça, sans faire de la pub non plus, évidemment, au-delà de cet atelier-là relativement éphémère et court, d'une heure et quelques que j'ai réussi à vous proposer, il y en a d'autres, mais voilà, un peu de veille, quoi. La veille, vous en faites normalement toutes et tous, c'est la base absolue. Sachez que vos prestataires n'en font pas très peu ou elle n'est pas qualitative. Il suffit des blogueurs à la con sur YouTube qui racontent des bêtises absolues sur les référencements. Voilà, ils sont abonnés parfois à certaines revues, mais ils ne comprennent pas toujours les articles. Parfois, il y a des articles qui sont obsolètes déjà quand ils sont parus. Donc là aussi, c'est des choses que vous avez pu mettre en place, notamment pendant la crise, mais continuez, quoi. Si vous avez un peu laissé tomber la veille pour eux, faites-le, quoi. Par votre newsletter interne, par votre page Facebook pro, par ce que vous voulez, quoi. Mais la réponse finalement au retour des OTA en puissance 10 000, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'éducation, parce que, je finis là-dessus, ils sont vraiment en pression, quoi. Chaque jour Airbnb, chaque jour Booking.com leur dit passez au crédit card virtuel, passez en Genius, mettez une offre moins chère sur ma plateforme. Donc, et puis eux, voilà, quand eux leur parlent, parfois la voix de ces opérateurs est plus forte que la vôtre, quoi. En termes de poids, ça devient compliqué, quoi. Donc il faut éduquer, il faut former, et en permanence, quoi. Ce que j'ai pu vous dire là sera obsolète demain, quoi. Donc il y a une perpétuelle remise en question pour vous, et ça passe par la veille, évidemment votre présence aux ET de manière assez régulière. Il est quelle heure? On est bien ou pas là? On est bon? Bon. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça va? Ça vous a plu? Non? Merde. Bon, écoutez, de toute façon, si vous avez des questions, on va faire très simple, rendez-vous à la pause. Si ça vous va. Comme ça, si vous voulez boire un café avec moi ou autre chose, avec plaisir. Bon, bonne matinée, à plus tard. Merci beaucoup.